Merci à toutes et à tous d'être là pour la 8e conférence de presse du groupe Saumon Fumé et Truite Fumée de l'ETF. Vous savez que l'ETF, ce sont le syndicat qui représente l'ensemble des entreprises du traiteur frais en France. Et à l'intérieur de ce syndicat, nous avons un groupe, le groupe qui représente toutes les entreprises du saumon fumé et du truite fumée en France. Alors, je vais aller vite sur l'agenda. Aujourd'hui, alors moi je me présente pour ceux qui auraient raté les 7 précédents épisodes. Je m'appelle Jacques Trottier. Par ailleurs, il se trouve que je suis coprésident du groupe La Berry Fine Foods, mais aujourd'hui je ne parlais qu'avec ma casquette de président du groupe du saumon fumé et truite fumée. Et je serai accompagné aujourd'hui par Xavier Boutillot qui est ici, le jeune homme qui est là, qui se présentera plus complètement tout à l'heure et qui nous parlera beaucoup de la truite fumée aujourd'hui et qui par ailleurs fait partie de l'entreprise Aqualand. Et puis Vincent Gélamur, que vous devez connaître lui parce qu'il est là depuis assez longtemps. Très jeune homme. Ça fait longtemps qu'on fait équipe au niveau du syndicat. Vincent, il se présentera également. Il appartient à l'entreprise Mère Alliance. Mais comme voilà, chacun d'entre nous, on est là aujourd'hui pour représenter l'ensemble du collectif Saumon Fumé et Truite Fumée. Alors, ce que je vous propose comme agenda aujourd'hui, et après, bien évidemment, on aura... Alors, juste, je salue la caméra parce qu'il y a des gens qui sont en virtuel. Donc, bonjour à ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Ils ratent quelque chose, bien évidemment, au niveau du déjeuner. Mais on va essayer de faire en sorte que pour vous, vous récupériez un maximum d'informations. Et je crois, Arnaud, tu m'as dit, il y a un chat. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions. Et dans la séance de questions-réponses qu'il y a aujourd'hui, bien évidemment, on prendra toutes les questions de la salle, mais également les questions qui nous arriveront pour ceux qui sont en virtuel. Alors, au programme aujourd'hui, 3 points importants. On va démarrer avec le premier sujet. On a des bonnes nouvelles à vous annoncer sur la dynamique des marchés du saumon et de la truite fumée. Et vous allez voir que les bonnes nouvelles n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'effet Covid, parce que beaucoup des marchés alimentaires se sont très bien comportés, en tout cas en consommation à domicile, avec le Covid. Mais vous allez voir que cet effet perdure, et c'est ça la très bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est vrai que sur ces 7 précédents épisodes, on avait beaucoup parlé du saumon fumé, notamment sur ces dernières années avec la démarche du saumon fumé en France. Et vous allez voir qu'on va faire un focus un peu plus important aujourd'hui sur la truite fumée. Et le point 2 est un peu lié au point 3 parce que vous allez voir que la truite fumée vient rejoindre la démarche du saumon fumé en France. Et donc, on est maintenant dans une démarche globale collective de saumon et truite fumée en France. Et vous allez voir que c'est un point très important et on en mesure, nous, tout l'intérêt avec le succès que l'on a sur cette démarche sur le saumon fumé. Alors, premier sujet qu'on va aborder, effectivement, c'est vous partager les éléments qui caractérisent la dynamique des marchés saumon fumé et truite fumée sur le marché français. On a la chance de bénéficier d'un environnement qui est très favorable sur ces marchés-là. Comme vous le savez, de mars 2020, c'est-à-dire le démarrage, la première vague Covid, jusqu'à, on va dire, au début de l'été, c'est-à-dire la fin complète, on va dire, des mesures de confinement d'une façon ou d'une autre, les marchés alimentaires à domicile se sont très très bien comportés parce que bien évidemment il y avait un phénomène de report. Pendant cette période-là, le marché du saumon fumé et de la truite fumée se sont aussi très bien comportés, d'ailleurs plutôt bien mieux comportés que les marchés alimentaires, mais ça on avait eu l'occasion de le partager au mois de novembre l'année dernière quand l'événement n'était pas en physique mais était en virtuel. On avait eu l'occasion de partager sur les très très bons résultats. Mais comme vous le savez aussi, depuis cet été, donc depuis qu'il y a cette fin de transfert entre le hors domicile et le domicile, eh bien, on a des marchés alimentaires qui se sont plutôt très fortement ralentis, voire même sur les dernières semaines, où on a des semaines sur lesquelles le total de l'alimentaire en France, en grande consommation, est plutôt en recul. Donc c'est plutôt une nouveauté. Donc c'est une rupture de cycle. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ce contexte de cette rupture de cycle, le saumon fumé et la truite fumée n'est pas concerné, ou en tout cas résiste beaucoup mieux à cette inversion de tendance. Et donc, on va essayer de vous partager avec vous les raisons qui expliquent cette surperformance quand le marché se comportait bien et cette très bonne résistance quand les marchés globaux alimentaires sont plus difficiles. Alors, vous avez les éléments là. Les chiffres qui apparaissent à l'écran, ce sont les chiffres, c'est toujours important de bien dater ces chiffres-là. Ce sont les chiffres de janvier à octobre. Donc, pour les puristes et les spécialistes, c'est de la P1 à la P10. Chez ERI, c'est-à-dire les 10 premières périodes chez les panélistes. Et donc, c'est les informations les plus récentes que l'on ait.
où vous voyez que le marché de la truite est en progression de plus 5% par rapport à l'année dernière, qui, je le rappelle, était une excellente année, et le marché de la truite à plus 10,8% par rapport à l'année dernière, et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on est effectivement totalement à contre-courant du repli alimentaire que l'on connaît maintenant depuis 3 ou 4 mois. Ce qui est important aussi à souligner, c'est la place qu'a la France dans la consommation du saumon fumé en Europe. Avec cette très bonne dynamique qu'on connaît maintenant depuis un certain nombre d'années, qui s'est accélérée sur ces 2 dernières années, eh bien, nous confortons très largement notre place de premier pays consommateur de saumon fumé en Europe, loin devant l'Allemagne et loin devant l'Italie. Donc vous le voyez, c'est valable sur le saumon, mais c'est également valable sur la truite fumée, parce que la truite fumée, la France est aussi le premier pays où on consomme de la truite fumée en Europe. La truite fumée, justement, Xavier en parlera plus longuement et bien mieux que moi tout à l'heure, c'est un marché qui s'est beaucoup développé. On vous a fait juste un petit retour dans le rétroviseur, un petit regard dans le rétroviseur. En 2005, quand on regardait le total du saumon fumé et de la truite fumée, la truite représentait 7%, et donc le saumon 93%. 15 ans après, on voit que la truite a pris son envol définitivement, puisqu'elle représente, alors le saumon est toujours très largement majoritaire dans la consommation en France, 80%, mais la truite représente 20% du total des salmonidés. Ce qui est aussi très important, je pense qu'on est dans une période sur laquelle les consommateurs, en France, et d'ailleurs pas ailleurs qu'en France, on le constate aussi dans tous les pays européens, voire même un peu partout sur la planète, on a le même mouvement aux États-Unis également, où les consommateurs sont très sensibles à la localisation de la production. Et ce qui est important à souligner, à l'heure où on parle beaucoup du franco-score, de la localisation de la production en France, etc., c'est de montrer que ces deux grandes familles de produits, le saumon et la truite fumée, sont en France, pour tous les saumons qui sont consommés en France, des produits qui sont très, très, très majoritairement fabriqués en France. Donc ça, c'est un point important. 77% du saumon fumé qui est consommé en France provient des ateliers français. Pour la truite, c'est encore un peu plus, c'est 86% de la truite fumée qui est consommée en France qui provient des ateliers de fumaison français. Et donc, concrètement, ça se traduit par 2800 emplois directs. Là, on parle d'emplois directs, et bien ayant beaucoup plus en emplois indirects, qui sont réalisés en France autour de ces ateliers. Alors, pour être plus précis, il y a 31 entreprises françaises donc qui recrutent et embauchent ces 2800 collaborateurs, et c'est un chiffre d'affaires global de 682 millions d'euros. Je pense qu'il y a un vrai débat, une vraie attente des consommateurs français sur ce sujet de la localisation, et c'est important de voir ce que représente cette activité au sein de l'économie française. Et ce qui est important aussi, c'est que ces entreprises-là, ces ateliers et les différentes personnes qui les représentent aujourd'hui sont bien placées pour le représenter. On se trouve en plus dans des régions où nous sommes souvent des acteurs majeurs et, en termes d'emploi et on va dire des employeurs numéro 1 souvent dans nos départements, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans le sud-ouest de la France, que ce soit dans l'ouest, que ce soit dans le nord, que ce soit en Normandie. Bref, il y a beaucoup de localisation dans des secteurs ou dans des endroits dans lesquels l'emploi est un point important et dans lequel l'industrie agroalimentaire est quelquefois pas toujours très présente. En termes de production, je vous ai parlé de consommation. En termes de production, nous ne sommes pas le premier producteur de saumon fumé en Europe. Vous le voyez, on est très largement battu par la Pologne. Alors, on vous donne ce chiffre-là quand même, peut-être pour expliquer quelque chose là-dessus. On ne fait pas exactement le même métier. En tout cas, on ne sert pas forcément les mêmes types de consommateurs. En France, pour des raisons, je pense, historiques, de tradition, et peut-être aussi pour des raisons de modèle économique, nous n'avons pas souhaité nous développer, ou quand nous l'avons fait, nous avons décidé de nous en désengager sur toutes les activités de saumon fumé premier prix ou de marques de distributeurs, qui étaient des marques de distributeurs plutôt entrée de gamme. Donc, les ateliers de fumaison dans lesquels on est se concentrent sur les marques de distributeurs, on va dire cœur de marché et haut de gamme, et se concentrent également sur les marques nationales. Ça nous permet de garder une compétitivité que nous n'arriverions pas à garder compte tenu tout simplement du delta de taux horaire qui peut exister entre la France et la Pologne. Et ça nous permet de pérenniser les emplois en France
Et c'est sur cette vision stratégique que nous nous accordons avec l'ensemble des acteurs de la filière. Voilà pour. Mais cela étant, en Europe, parce qu'il y a d'autres pays, vous l'avez dit, en Allemagne très consommateurs, qui sont par ailleurs pas producteurs. Donc il ne faut pas non plus s'auto-flageller. Cette place de numéro 2 est une place très importante aussi et sur laquelle on est très accroché. J'ai parlé du saumon sur la truite, de la même façon qu'on avait fait le regard dans le rétroviseur en 15 ans. Vous voyez, en totale cohérence, la consommation se traduit aussi par une hausse de la production. Et la production a progressé, a été multipliée par 3 en 15 ans sur cette même période de 2005 à 2020. Oui? Non, il y avait une question? Non, ok, donc c'était ailleurs, c'était un peu plus loin. Alors, concernant l'origine des matières premières, on a l'habitude on va dire, d'updater ces données chaque année. Donc, on vous donne les derniers éléments par rapport à ça, qui sont issus des statistiques officielles des douanes, donc qui nous permettent d'être dans une réalité de ce qui se passe sur le marché. Vous le voyez, le saumon qui arrive et qui est travaillé dans nos ateliers provient, on va dire, majoritairement de Norvège, qui est le pays dans le monde sur lequel l'aquaculture de saumon est la plus importante, suivi de l'Écosse, l'Irlande, vous voyez, 1%, et puis le saumon sauvage, qui de façon générale vient beaucoup de l'Alaska, mais il peut également venir de Sibérie. Voilà, pour la partie saumon fumé. Sur la truite, c'est différent, parce qu'une partie très significative, comme vous le voyez, est produite en France, dans les piscicultures françaises. C'est un peu partout, mais j'ai envie de dire plutôt dans le nord, dans l'ouest et dans le sud-ouest de la France. Donc à peu près 2/3 des truites proviennent de ces piscicultures françaises. Le reste étant composé de l'Union européenne, avec, on va dire, l'Espagne fortement, l'Italie également, et puis pour finir, la truite de Norvège, la truite de mer de Norvège, pour 5%. Alors, on a parlé de production. Quand on réalise ces produits-là, quand on les importe pour la partie saumon et quand on les reçoit majoritairement de France pour la partie truite, quels sont les circuits de commercialisation? Comme vous voyez, les grandes et moyennes surfaces, les hypermarchés, les supermarchés, la proximité et le drive, puisqu'on parle de la France, sont le canal très majoritaire de vente de ces saumons fumés, puisque c'est 72% qui est vendu dans ces circuits-là, 16% en restauration, hors domicile. Et puis, il y a des acteurs aussi, parce qu'ils utilisent ces produits-là comme ingrédients de leurs recettes, soit dans des plats cuisinés, soit dans des sandwichs, voire même dans des pizzas, qui utilisent le saumon fumé. Et donc, ça correspond à 5%. Et 5% de ce qui est produit est exporté dans les pays Europe occidentale, mais pas que, mais essentiellement quand même en Europe occidentale. Alors, on a évoqué tout à l'heure la très bonne santé et la très bonne vitalité du marché du saumon fumé et de la truite fumée. On a essayé, et peut-être vous aurez des questions par rapport à ça ou des demandes complémentaires, d'identifier 8 facteurs clés de succès, 8 raisons très objectives qui expliquent pourquoi ces marchés-là, pour l'instant, surperforment par rapport à la tendance naturelle d'évolution des marchés alimentaires. Alors, le premier, c'est qu'on est, avec le saumon et la truite fumée, on a 2 salmonidés qui se ressemblent globalement, on va dire en dégustation, peut-être que vous aurez des questions par rapport à ça, mais qui sont des produits qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais qui occupent dans le consommateur, un peu dans l'imaginaire, des places qui peuvent être différentes. Un peu plus festives, même si le saumon fumé se consomme tout au long de l'année, mais quand même avec une dimension un peu plus festive, et sur la truite fumée, avec des habitudes de consommation, voire même des cibles de consommateurs qui peuvent être un peu différentes. Donc c'est très bien, parce que ça permet à ces 2 espèces-là de répondre de façon globale à toutes les attentes des consommateurs ou à tous les imaginaires possibles que les consommateurs se projettent par rapport à ces 2 espèces. Le deuxième point, et là les 2 répondent totalement à cette attente, c'est qu'on sait que sur le marché de l'alimentaire pour l'instant, on entend beaucoup parler du consommer moins, mais ça se traduit aussi beaucoup par du consommer mieux. C'est-à-dire que dans les nouvelles habitudes des consommateurs, le plaisir est une
donnée qui fait vraiment partie des raisons de continuer à consommer l'alimentation. Cette dimension-là est vraiment très importante, de plus en plus forte, et elle se traduit, on a la chance d'avoir 2 produits qui en plus ont une capacité à venir répondre à des occasions de consommation qui sont très variées. Nos produits peuvent être servis sans beaucoup de préparation comme une entrée gourmande, c'est le cas à Noël bien évidemment, mais tout au long de l'année, mais ils peuvent aussi servir en plat principal, ils peuvent aussi servir à l'apéritif. On sait que le développement de la consommation apéritive est plutôt une opportunité pour le saumon, et l'ensemble des acteurs ont aussi développé des offres qui répondent à cette attente-là. Donc c'est quelque chose aussi d'important, puisque effectivement il y a des possibilités infinies de dégustation du saumon ou de la truite. Le 3e point, qui est un point important, dans les évolutions et quand on regarde toutes les études consommateurs par rapport à leurs attentes par rapport à la consommation, il y a le plaisir et il y a l'aspect nutritionnel, et qu'on peut attacher aussi à l'aspect de santé, qui est quelque chose aussi qui est majeur. Et de par leur on va dire, teneur en oméga 3, oméga 6, en vitamine D du saumon et de la truite, eh bien on est effectivement complètement dans cette attente-là, forte. Le 3e point, c'est qu'effectivement, on est sur des produits qui restent relativement peu transformés. On parle beaucoup, il y a beaucoup quelquefois de bruit sur les produits ultra transformés. On est, nous, très clairement dans une catégorie de produits qui est relativement peu transformée. Même s'il y a du savoir-faire, même s'il y a une grande valeur ajoutée au travail qui est réalisé dans les ateliers, ça reste un produit, on est relativement proche de la matière première. Et ça, ce sont aussi des produits qui sont plébiscités. Ça permet aux consommateurs on va dire, de se réapproprier le produit quand ils le souhaitent, ou de le déguster tel quel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important, cette donnée d'authenticité du produit. Le 5e point, c'est cette notion de patrimoine. Les consommateurs sont de plus en plus attachés à des produits qui ne viennent pas de Mars, au sens, pas de l'entreprise, je parle de la planète, des produits qui sont très attachés à ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de consommer, qui font partie du patrimoine gastronomique français. Et c'est vrai que le fait que nos ateliers sont le reflet d'une longue tradition de fumaison en France, c'est quelque chose qui aussi est très important et que les consommateurs plébiscitent. Ensuite, et c'est un lien direct, forcément, les 3 derniers points sont des liens directs avec la démarche saumon fumé en France. Au moment où on l'a réfléchi, elle a été lancée en 2019, au moment où on l'a réfléchi, c'était bien en amont, c'était bien avant qu'on parle des Franco-Score, qu'on parle de cette démarche de locavore, etc. Mais je pense qu'on est arrivé au bon moment aussi, à un moment donné, où les consommateurs ont envie d'être rassurés aussi bien sur des notions de traçabilité, sur des notions de qualité, de sécurité alimentaire, également sur des notions de responsabilité d'engagement. Comme l'expliquera tout à l'heure Vincent, le sujet RSE est très important dans notre charte. On vous l'avait exprimé il y a maintenant 2 ans. Très, très important, voire même central dans la démarche. Et que je pense que cette démarche du saumon fumé en France, et maintenant, vous allez le voir dans la foulée, de la truite fumée en France, est une démarche qui, à ce titre-là, coche beaucoup de cases dans les attentes des consommateurs qui ont vraiment besoin d'être rassurés sur la qualité avec laquelle les filières s'organisent, avec laquelle elles contrôlent, avec laquelle elles garantissent une qualité extraordinaire des produits. Donc, ces notions-là de confiance, de qualité et de garantie, c'est ce que l'on a retrouvé au sein de notre filière, et on est convaincu que ces 2 dernières années, qui sont les 2 dernières années de démarrage et de vie de la démarche du fumé en France, tout ça n'est pas étranger à la dynamique, parce que le fait que c'est nos produits, pour la majorité d'entre eux, en tout cas pour ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont été audités et ceux auprès desquels l'audit s'est bien passé, le fait qu'ils soient porteurs de ce logo fumé en France est quelque chose qui rassure le consommateur et qui le conforte dans son choix de consommer, pour l'instant du saumon fumé, et demain du saumon fumé et de la truite fumée. Voilà, avant de passer juste la parole à Xavier, moi j'en ai fini avec cette courte introduction. On va passer un petit film, motion design exactement, vous allez voir, qui reprend des éléments concernant la filière, concernant les consommateurs et concernant le saumon fumé. Donc on voulait vous le montrer en avant-première, on aura l'occasion de le communiquer sous différentes formes, notamment à travers nos réseaux sociaux. Donc je vous laisse découvrir ce film sur la filière. Issu du patrimoine gastronomique français, le saumon fumé est aujourd'hui un produit festif, dégusté toute l'année. Mais connaissez-vous le secret du fumage du saumon ?
un savoir-faire historiquement maîtrisé en France, deuxième pays producteur en Europe. La quasi-totalité du saumon vendu en France provient d'origines réputées, telles que la Norvège, l'Écosse, l'Irlande et l'Alaska. La préparation et le fumage sont pour leur part très majoritairement réalisés en France. L'art français du fumage est hérité d'une époque où les saumons peuplaient nos cours d'eau. Aujourd'hui, une charte du saumon fumé en France est mise en place par la profession pour préserver et valoriser ce savoir-faire historique avec différentes étapes et un cahier des charges contrôlé. Première étape, la sélection rigoureuse des saumons auprès des fournisseurs. Les fumeurs français engagés exigent, au moyen de cahiers des charges, que les éleveurs mettent en place des pratiques d'élevage et environnementales responsables et que les pêcheurs prélèvent les poissons dans le respect des ressources marines. Lors du processus de préparation, les saumons sont d'abord découpés en filets, puis parés. Viennent ensuite les étapes qui nécessitent l'expertise des maîtres fumeurs, celle du salage, puis du fumage par exposition directe à la fumée du bois de hêtre, de chêne ou même d'arbres fruitiers. Leur mission ? Définir le temps de séchage et de fumage idéal pour garantir une parfaite conservation et un goût optimal. Le saumon fumé est ensuite soigneusement tranché avant d'être mis sous emballage protecteur pour être vendu. Pour garantir une bonne information des consommateurs et mettre en avant ses producteurs engagés, le logo Fumé en France est créé en 2019. Riche en oméga 3 et en vitamine D, le saumon fumé s'est trouvé sa place dans une alimentation équilibrée. 89% des Français déclarent en consommer. Vous vous faites donc plaisir tout en participant à la préservation d'un savoir-faire gastronomique français historique. Voilà. Je vais laisser la parole à Xavier qui va vous donner des informations un peu plus complètes sur la truite fumée. Bonjour à toutes et à tous. Donc Xavier Boutillot, je vais vous parler, moi je travaille pour un spécialiste de la truite fumée, donc je vais essayer de vous donner quelques informations complémentaires sur ce joli poisson. La fumaison de la truite fumée, elle a démarré réellement dans les années 90 en France. L'élevage de la truite existait déjà en France. Pour les gens qui ont mon âge ou qui sont un peu plus âgés, on a tous le souvenir des truites portions. C'était des poissons individuels d'environ 300 grammes qui étaient cuisinés soit au bleu, soit avec des amandes effilées. Donc c'est un élevage qui existait déjà depuis longtemps en France et qui était ancré dans les habitudes de consommation. Dans les années 90, le marché du saumon fumé a commencé à se développer. Jacques en a parlé tout à l'heure. Le marché du saumon a commencé à se développer plutôt dans les années 80, vraiment à croître en France. Et du coup, dans les années 90, quelques producteurs de truites se sont dit « mais pourquoi on n'essaye pas de faire de la truite fumée comme on fait du saumon fumé ?» La truite fumée, c'est la truite qu'on utilise, c'est une truite arc-en-ciel, c'est un cousin du saumon, c'est un salmonidé. On l'appelle d'ailleurs saumon arc-en-ciel dans certains pays dans le monde. Et donc, on a importé les mêmes techniques de fumaison que ce qu'on pouvait utiliser pour le saumon pour essayer de faire la même chose avec les truites. Alors, il fallait avoir des poissons un peu plus grands parce que des poissons de 300 grammes, c'était compliqué de lever les filets. Et donc, on a gardé, au lieu de garder les truites un an dans les piscicultures, on les a gardées 2 années pour arriver à des poids moyens de entre 2,5 et 3 kg. Donc, ça donne quand même des grands poissons qui permettaient de les traiter de la même manière que le saumon. La truite, je disais, effectivement, elle est héritière du savoir-faire de fumaison français appliqué au saumon. C'est-à-dire que le savoir-faire de fumaison, il a bien évidemment démarré avec le saumon et ensuite il a été dupliqué sur la truite. Je vous disais que c'était des cousins. Effectivement, ils partagent un certain nombre de caractéristiques. La couleur de la chair, effectivement orangée, les qualités nutritionnelles, sont des poissons qui sont tous les deux riches en oméga 3 et en vitamine D. On voit aussi, nous, sur les mâles truites dans les piscicultures, on reconnaît le bec caractéristique qu'on connaît tous sur les saumons. Après, elle a quelques singularités, c'est qu'effectivement, elle est plus petite. On est sur un format, je vous disais, de 3 kg, alors que sur le saumon, ça peut monter à 6 kg. La chair est jugée plus légère. Alors, je l'expliquais tout à l'heure, c'est que les truites, elles sont habituées à nager face au courant. Donc, ce sont des poissons qui sont plus musclés, qui gardent moins la graisse. Et donc, on a effectivement, on peut avoir ce sentiment de légèreté parce qu'on a un taux de matière grasse dans la truite qui est un peu différent de celui du saumon. On la retrouve sous toutes ses formes comme le saumon, que ce soit en filet tranché, c'est la majorité du marché, mais aussi il peut y avoir des émincés, des rillettes, des dés, enfin voilà, les mêmes
les mêmes formats que son cousin. Et puis, Jacques le disait tout à l'heure, effectivement, la truite, elle a réussi à trouver sa place par rapport au saumon. Le saumon, on est sur quelque chose, un imaginaire très festif. Là aussi, c'était le démarrage de la consommation du saumon. Ça se faisait beaucoup pendant les fêtes de fin d'année. Alors que pour la truite fumée, on est plutôt sur une consommation quotidienne. C'est, j'ai envie de dire, le poisson fumé du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un pic de consommation en fin d'année, mais qui n'est pas aussi important que sur le saumon. On est plutôt sur une consommation régulière. Voilà pour la truite. Vincent, je te passe la parole pour la suite. C'est moins cher que le saumon. Alors l'écart s'est réduit effectivement depuis quelques années, où on arrive aujourd'hui à des prix qui sont relativement proches. La truite est légèrement moins chère que le saumon. Alors après, ça dépend de quelle truite vous parlez et de quel saumon vous parlez, mais globalement, on est à des prix qui sont relativement proches, là où il y avait un écart plus important il y a quelques années. Merci. C'est là. Ok. Bonjour, donc Vincent Gélamur. Moi, je travaille pour la société Mer Alliance qui fait du saumon fumé et de la truite fumée et d'autres poissons fumés. Et je suis également président de la SCTPPM, qui est le centre technique des produits de la mer. Alors, on va faire un petit rappel sur l'état des lieux du logo fumé en France et la nouvelle qui est son élargissement à la truite. On rappelle, là vous l'avez déjà entendu pas mal, je vais le dire pour la dernière fois, nous sommes des transformateurs. Nous ne sommes pas des éleveurs, nous sommes des transformateurs et notre tradition est venue de cette spécialité de fumage. C'est par le fumage que ce métier existe. Bien sûr, on ne fait pas que fumer quand on fait du poisson fumé. On achète du poisson, donc on approvisionne. Et comme nous sommes des transformateurs, eh bien on sélectionne les saumons et les truites que l'on veut traiter. Et on verra dans l'aspect du logo et notamment dans sa dimension de responsabilité sociétale de l'entreprise que j'essaierai de détailler un peu plus, que c'est un aspect fondamental. Puis nous contrôlons à réception et nous faisons les opérations que vous avez vues dans le petit film, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Lever des filets, les saler, hein, parce que quand on fume, il faut qu'on sale, les trancher, les emballer et en faire sous toutes les formes pour que deux choses, que ça corresponde aux besoins du consommateur, mais également que l'on utilise toute la ressource que l'on a achetée. C'est très important, parce qu'un filet, ce n'est pas un rectangle, ce n'est pas un boulon de 16, c'est plus large au début, plus fin vers la fin. Il y a des taux de gras un peu différents, donc il faut qu'on puisse utiliser tous ces filets. Ça fait partie aussi de notre responsabilité de ne pas utiliser que 20% de ce qu'on achète. Ce logo, fumé en France, qu'on va détailler tout à l'heure, bon, il est comme tous les logos, hein, il faut que ça soit percutant, un peu simple comme expression. Vous allez voir tout ce qu'il contient, qui est beaucoup plus large que simplement la fumaison. Donc on l'a lancé en 2018 en mettant en place une charte. Cette charte a donné un référentiel et ce référentiel a donné des audits. Ces audits donnent le go. Vous êtes considéré comme répondant au cahier des charges fumé en France, donc vous pouvez apposer un logo sur vos produits. Donc on le lance en 2018. En 2019, il est visible dans les rayons, pour les marques nationales ou pour les marques distributeurs d'ailleurs. Et puis en 2020, constat est que 85% des saumons sur le marché français portent ce logo fumé en France. Et tout à fait naturellement, puisque nous sommes des transformateurs et des spécialistes de la fumaison, eh bien, on va élargir ce référentiel à la truite parce que les tenants et les aboutissants de tout ce qu'il faut contrôler dans le marché de la truite ressemblent beaucoup à ce que l'on doit contrôler et respecter dans le marché et dans toute la filière du saumon. Bon, il y a un point de repère clair pour le consommateur et donc ce logo où il y a un poisson, il y a le mot France et les couleurs du drapeau français. Alors, il y a deux
chose fondamentale qui sous-tend la position de ce logo, d'abord, c'est que toutes les opérations soient faites en France. Pas l'élevage. Nous sélectionnons dans un univers qui est plutôt européen, que ce soit du saumon et de la truite aussi, hein, parce que la truite n'est pas simplement élevée en France, mais de la réception du poisson entier, pour être capable de valider que le poisson que l'on achète est dans les conditions où l'on souhaite le recevoir pour le transformer, jusqu'à l'emballage final, et en passant par toutes les étapes dont on a parlé tout à l'heure. Toutes ces étapes sont réalisées en France et uniquement en France. Et puis on a tout ce qu'on appelle la gestion complète de la responsabilité sociétale de l'activité. Alors je vais peut-être développer un tout petit peu, parce que là, on connaît. En fin de compte, la RSE, comme on appelle, c'est en fin de compte la responsabilité que chaque entreprise a sur l'impact de ses activités sur la société. Donc il faut que l'on maîtrise, surveille, améliore l'impact de nos activités sur le monde dans lequel on vit. Ce sont des impacts, on connaît hein, les impacts environnementaux, on en parle souvent, les émissions de gaz à effet de serre, mais ça peut être aussi les déchets qu'on génère, les déchets organiques ou les déchets d'emballage. C'est bien sûr l'utilisation des ressources que l'on emploie. On parle des ressources non renouvelables comme le pétrole, l'électricité, mais c'est aussi les ressources dont le renouvellement est sous condition. Donc c'est toutes les matières premières qu'on achète. C'est aussi l'eau. Et c'est également tout ce qu'implique la transformation sur l'impact des écosystèmes dans lesquels on vit, ou d'où proviennent nos ingrédients ou nos emballages. C'est aussi, donc ça c'est le grand domaine de l'environnement, disons. C'est souvent un peu résumé dans ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais voilà, ce sont des sujets très d'actualité. Il y a un deuxième impact dans la responsabilité sociétale, c'est l'impact de nos décisions entrepreneuriales, le respect des législations, l'éthique et la transparence de nos activités commerciales, le respect de nos parties prenantes en interne, de nos salariés, de leur santé, de leur employabilité, des parties prenantes qui nous entourent localement, et également, bien sûr, des parties prenantes avec l'interrogation sur leurs besoins, que sont nos clients, distributeurs, et nos consommateurs. Donc ça, ce sont des thèmes qu'on va reprendre dans le référentiel et qu'on va vérifier comment les entreprises s'en préoccupent. Et puis un dernier point, puisque comme nous sommes dans une alimentation dite prête à consommer, c'est tout l'aspect de la sécurité sanitaire de nos produits, de leur qualité et de leur impact sur la santé, l'apport nutritionnel de ces produits-là. Ceci, il faut qu'on y veille sur ce que l'on fait nous-mêmes, mais également sur l'ensemble des prestataires que nous sollicitons pour mener à bien nos opérations. L'amont, c'est pour ça qu'on va beaucoup regarder l'exploitation durable des gestions des ressources marines et également la qualité des poissons pêchés et des poissons d'aquaculture, puisque l'impact de notre activité est très majoritairement lié à l'impact de l'amont, puisque nous mettons dans nos produits quasiment que la ressource de poisson. Donc l'amont, mais également l'aval. Donc ça veut dire qu'il faut que l'entreprise se préoccupe que dans la chaîne des prestataires qu'elle choisit, respecte aussi et s'engage aussi dans cette démarche de responsabilité sociétale. C'est donc cet univers à 360 degrés de nos activités et de celles de nos prestataires qui nous paraissent être un élément fondamental de notre engagement en tant que transformateur. Et c'est ça que sous-tend ce logo Fumée en France. Pour faire autre chose que dire « je le dis, donc c'est vrai », on a choisi d'être audité par un organisme indépendant qui s'appelle Certipac, qui vient dans nos unités une fois ou 2 fois par an, plus si jamais il y a des non-conformités, puisque c'est un c'est un référentiel exigeant qu'on peut perdre. Et tous les points dont j'ai parlé tout à l'heure se résument autour de 70 points de contrôle qui sont audités à chaque fois et qui reprennent l'ensemble des thèmes que je viens d'évoquer. Voilà pour ma partie, et donc je rappelle notre président préféré, Jacques, qui doit être quelque part pour la suite.
J'espère qu'on a toujours un président. Il arrive. Donc vous pouvez prendre un petit peu de votre coupe de champagne en attendant, sauf s'il y avait des questions particulières. Jacques, je t'invite à nouveau. Merci. Merci Vincent, merci Xavier. Eh bien, vient le moment de la conclusion, et puis on va enchaîner de suite après avec la séance des questions-réponses, en salle et en virtuel pour ceux qui nous regardent. Voilà, donc en bref, ce qu'on a pu partager ce matin, c'est notre conviction que les très belles tendances qu'on constate pour l'instant sur les marchés du saumon fumé et des truites fumées sont tout sauf un hasard. Elles sont le fruit effectivement d'une compréhension de plus en plus forte des consommateurs de ces deux salmonidés, du saumon et de la truite fumée, et que les atouts de ces produits-là sont des atouts qui sont en parfaite résonance avec les attentes nouvelles des consommateurs sur une consommation autour des produits de qualité, autour d'une certaine notion de festivité autour de la consommation, c'est-à-dire en tout cas de consommation où il y a un enjeu à chaque fois. Il y a véritablement envie d'être en dehors d'une consommation alimentaire fonctionnelle. C'est quelque chose qui est très important, et je pense que le saumon et la truite fumée correspondent à cette attente-là. Et puis, il y a aussi toute une tendance au niveau des protéines animales marines qui sont aussi correspondent vraiment aux aspirations de plus en plus fortes de la part des consommateurs, et avec cet aspect nutritionnel et santé qui est aussi quelque chose qui est important. Et donc, nous, on a essayé d'asseoir ces attentes qui sont des attentes globales sur les marchés alimentaires, de les asseoir avec une vraie réalité d'engagement de professionnels autour d'une filière qui soit rassurante, qui garantit un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir, Vincent l'a très bien expliqué, et c'est véritablement cette résonance entre des attentes naturelles des consommateurs pour ce type de produit et après une filière qui s'est mobilisée pour apporter, comme dans toute filière animale, des éléments de réassurance très très forts. Eh bien, c'est la combinaison de ces deux mouvements-là qui, nous, on en est convaincus, en tout cas, fait que ces marchés-là se portent très très bien pour l'instant. Et donc voilà, on voulait vous exprimer cette extension de la démarche du saumon fumé en France avec la truite fumée en France. Et puis, on est à votre écoute. Vous avez sûrement des questions sur tout ce qu'on a présenté, peut-être sur d'autres éléments, sur la saison qui arrive, sur Noël qui arrive. Et en tout cas, avec l'ensemble des professionnels qui sont présents dans la salle, on essaiera de se répartir les réponses au feeling, on va dire. Donc voilà, qui veut se lancer? On démarre peut-être en salle, Arnaud, avant de prendre des questions chat. Je voulais savoir, bonjour Virginie Monvigny, EBRA. Je voulais savoir si vous aviez décidé de packaging particulier ou de produits particuliers, ne sachant pas trop comment le Covid va venir perturber ou pas les fêtes de fin d'année. Alors, c'est peut-être compliqué pour moi de répondre globalement à des stratégies mises en place par les entreprises qui sont forcément différentes. Ce qui est sûr, c'est que on va être peut-être sur un réveillon d'un autre ordre. En tout cas, on va l'espérer. On va toucher je ne sais pas quoi, mais une table en verre, pour effectivement se dire qu'on aura vraisemblablement un réveillon qui sera de toute évidence moins confiné que l'année dernière. L'année dernière, on avait observé un mouvement que les professionnels avaient un peu anticipé, et que même les professionnels d'ailleurs fournisseurs de saumon fumé, mais également les distributeurs, en ayant des formats, c'est-à-dire plutôt des plateaux 4, 6, 8 tranches, peut-être en plus grande quantité, et peut-être des formats 10, 12, 14, 16 tranches, peut-être en moins grande quantité. Donc on observe cette année un espèce de rééquilibre, de rebalance, parce que les distributeurs font le pari, un peu comme c'est fait par les uns et les autres, qu'on risque de se retrouver dans un réveillon peut-être un peu plus normatif, entre guillemets. Donc je ne pense pas qu'il y ait de révolution là-dessus. Par contre, ce qui est clair, c'est que de plus en plus, c'est un peu la tendance qu'on évoquait tout à l'heure sur les multiples occasions, y compris dans une occasion festive, les multiples moments de consommation. C'est sûr que tous les professionnels se sont adaptés aussi pour offrir des produits qui sont particulièrement adaptés. Le repas est de plus en plus déstructuré, hein. Donc de l'apéritif, du brunch, du slunch, de l'entrée gourmande, du cœur de repas,
Voilà, il y a véritablement des produits qui sont maintenant de plus en plus, qui se prêtent de plus en plus, soit à la consommation telle quelle du produit, soit à la oh là, j'ai peut-être pris un peu de risque là-dessus, soit à effectivement faire évoluer la façon dont je revisite, je réinvente le produit. Tu veux, Xavier, ajouter quelque chose? Non, mais ouais, non, mais t'as raison. Tiens-toi prêt. Ça va venir. Marie-Josée Cougar, Les Échos. Qu'est-ce qui justifie que les prix de la truite aient rattrapé ceux du saumon? Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des... et Xavier, je te laisserai compléter, hein, mais c'est des cycles dans lesquels les évolutions objectives de prix de revient de production, notamment autour de l'alimentation et autour de la progression de l'aquaculture, qu'elle soit pour la truite et qu'elle soit pour le saumon, ont eu sûrement des cycles qui sont différents entre la Norvège, l'Écosse, l'Irlande, en France, la truite. Mais on va dire les facteurs, ce qui explique que maintenant ça se retrouve au même prix, ce sont des facteurs rationnels d'augmentation de prix à la production, objectivement, parce qu'effectivement, l'aliment qui est donné au saumon et aux truites coûte plus cher. L'ensemble des mesures qui sont prises par l'ensemble des aquaculteurs de façon générale en termes de traçabilité, en termes de respect de l'environnement, enfin tout ce sur quoi nous on les engage à travailler, bien forcément ce sont des coûts objectifs qui rentrent dans la composition. Donc moi je ne suis pas très surpris que maintenant on arrive à, alors peut-être avec des périodes différentes. Le saumon, comme vous le savez, il y a eu de grosses évolutions en 2016-2017 où il y avait des évolutions très très fortes de prix. Petite tension maintenant, j'en parlais en aparté, là, la question m'était posée pour l'instant, parce qu'on constate sur 2021, après une période relativement calme depuis 18-24 mois, une reprise de la hausse sur le prix de la matière première saumon. Donc ça va être un des enjeux multiples que les acteurs fumeurs de saumon auront à traiter. Je dis multiples parce qu'on aura la matière première, mais je ne vais pas vous faire le couplet que vous avez dû entendre ici ou là sur les emballages, sur le transport, sur l'énergie, sur la main-d'œuvre. Mais on aura ça, ce n'était pas l'objectif de la rencontre aujourd'hui, mais je pense que tout le monde a ça un peu dans le coin de la tête. En tout cas, nous, on l'a fortement parce que c'est vrai que sur 2022, les négociations qui s'ouvrent vont être aussi teintées de ces évolutions objectives d'un contexte inflationniste qui touche tout le monde. Ce n'est pas le sujet sur Noël, parce que les prix de Noël ont été, on va dire, contractualisés sur les conditions de début 2021, mais sur 2022, ça sera un enjeu. Et après, sur la truite, on était aussi sur des élevages qui étaient plus petits et des élevages qui sont installés au bord des rivières et donc soumis à des aléas climatiques qui sont plus impactants que quand vous élevez des saumons en pleine mer. Alors, il peut y avoir des tempêtes, mais que ce soit les hausses de température ou les orages, les crues, ça touche moins les élevages de saumon. Et sur la truite, on avait des élevages plus traditionnels qui n'étaient pas forcément tous bien préparés à affronter ces conditions. En 2019, on a eu affronté 2 canicules avec une canicule. Alors on peut se dire, mais les poissons, ils sont dans l'eau, mais une truite, c'est heureux à 12 degrés. En 2019, l'eau est montée à 22 degrés dans certaines rivières et on a perdu beaucoup de poissons. Donc il y a un besoin d'oxygénation qui est supérieur à ce qui pouvait être auparavant. Donc un besoin d'investissement dans des solutions d'oxygénation. Et 2020, c'est bien parce que tous les ans, on avait un rappel à l'ordre de la nature qui disait « préparez-vous ». 2020, ça a été dans le sud, en l'occurrence pour les élevages qui sont situés dans le sud-ouest de la France, des gros orages, avec une dizaine de sites qui ont été, une dizaine de piscicultures qui ont été touchés, et 2 sites qui ont été complètement détruits par des crues centenales qu'on n'avait jamais vues. Donc centenale, ça veut dire que ça n'arrive qu'une seule fois par siècle, qu'on n'avait pas vu effectivement depuis très longtemps. Et donc, il y a eu, tout ça pour dire qu'il y a eu un besoin d'investissement important pour faire face à l'évolution de ces conditions climatiques et à l'évolution des conditions d'élevage. Et là où ça avait été fait sur le saumon, sur des fermes qui sont plus importantes et construites plus récemment, sur la truite, on était sur des piscicultures plus anciennes qui avaient besoin d'être modernisées. Donc c'est une des raisons aussi de la revalorisation de la truite. Alors oui, la question c'est sur, Marie-Josée pose la question en disant est-ce qu'il y a les mêmes problèmes de tension entre l'offre et la demande sur la truite, comme on peut l'observer cycliquement, on va dire, sur le saumon? Oui, il n'y a aujourd'hui pas assez de truites produites ou commercialisées en France par rapport à la demande des consommateurs. Il y a une demande qui est très forte, mais on doit faire face à une contrainte qui
je pense, n'évoluera pas. On s'est tous fait une raison, c'est que la dernière pisciculture donc de truites construite en France date de 1993. Il n'y a pas eu de création de nouveaux sites depuis 1993. Donc les truites originaires de France aujourd'hui sont voilà, élevées dans les piscicultures déjà existantes. Donc il y a une tension sur la matière. Après, il y a d'autres pays, on l'a vu tout à l'heure, d'autres pays d'Europe comme l'Espagne, comme le Danemark, comme la Norvège, qui élèvent également de la truite. Marie Cadou pour LSA. Une petite question de précision. Quand le logo fumé en France pour la truite sera déployé avant les fêtes Alors, on va laisser, et quel volume ça pourrait concerner? Voilà, on va laisser Vincent, qui est le gardien du temple, sur la démarche. Donc, il va vous dire à l'heure près quand est-ce que ça va être prêt. Oui, c'est la minute qui va me manquer. La démarche, le référentiel est prêt. On va avoir les premiers audits Q1 2022. Et donc, normalement, entre la nécessité que l'on a pour que le logo puisse se déployer, que l'ensemble des entreprises qui demandent à y participer aient pu avoir les audits, peut-être faire quelques corrections par rapport au premier audit. Je pense qu'on peut situer fin premier semestre ou à la rentrée de septembre ou plus tard pour que les premiers logos soient implantés. Hein. C'est à peu près ce que l'on envisage. Le volume, eh bien, à partir du moment où la truite faite dans un établissement reçoit son logo, l'ensemble des volumes fabriqués en France de truite fumée, pour ceux qui demanderont à appliquer ce logo, devraient pouvoir recevoir un agrément. Donc ça devrait ressembler au volume, à la proportion de saumons qui sont vendus sous le logo fumé en France, peut-être même un peu plus. Voilà, je pense qu'une grosse majorité devrait être capable de recevoir le logo. Il n'y a pas de raison. Sûrement un peu plus, dans le sens que mathématiquement, il y a un peu plus de saumon, de truite fumée en France que de saumon fumé en France. On l'a vu tout à l'heure dans le graphique, 77-86%. Donc oui, a priori, il n'y a pas de raison. On devrait avoir une très 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 forte, j'allais dire même plus que majorité, une quasi-totalité des volumes des truites fumées en France qui pourront être porteurs de logo, sauf si tel ou tel plus petit faiseur, parce qu'il existe quand même malgré tout des très petits faiseurs de truites fumées, eux décidaient de ne pas adhérer à la démarche. Mais on va dire que ce sont sur des volumes qui restent relativement marginaux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que tu as des questions Bon, eh ben, on a été soit... En matière de goût, bon, vous nous avez dit que la truite était moins grasse, donc je suppose qu'on le sent, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on va peut-être faire une réponse à 3 là, hein, parce qu'il y aura autant de, j'ai envie de dire, autant de peut-être de réponses que de sensibilité qu'on a les uns et les autres. Parce que je rajouterais quand même un point, c'est qu'il y a la nature de la matière première, où on est quand même sur des espèces de salmonidés très très proches. Vincent a décliné effectivement on va dire la petite différence qu'il peut y avoir, mais quelque part, on pourrait vous faire des dégustations à l'aveugle. Pas toujours évident. Alors pour une autre raison également, c'est pas toujours évident de faire la différence. Pour une autre raison, c'est qu'il y a la nature de l'espèce, la nature de la matière première, et il y a aussi tout j'ai envie de dire, le secret de fabrication, la fumaison. Et quelquefois, la fumaison a un impact sur le rendu du produit fini, tel ou tel intervenant, ou en fonction de la gamme, on va décider de typer un peu plus terroir, ou un peu plus avec un goût marin, ou un peu plus avec un goût épicé. La nature du bois qu'on utilise peut aussi avoir un impact sur la nature du fumage. Tout ça pour dire qu'on est quand même sur des... alors je ne sais pas si vous faites l'expérience, si vous êtes consommateur, et en même temps de saumon fumé et de truite fumée, mais on est quand même sur des qualités organoleptiques qui sont relativement proches. Et les différences qui peuvent se faire, quelquefois, n'ont rien à voir avec l'espèce, mais sont plus du savoir-faire de chaque faiseur qui va décider de typer plus ou moins les produits, d'avoir des fumages plus ou moins corsés. Et ça aussi, ça joue. Si vous corsez le fumage, vous allez retrouver effectivement des goûts un peu plus charpentés, des goûts un peu plus bruts traditionnels. Et si vous faites un fumage léger, vous aurez quelque chose d'un peu plus frais. Il y a les deux attentes sur le marché. Donc voilà, c'est aussi ce qui nous fait peut-être avoir une réponse très généraliste, parce qu'il y a
il y a autant de résultats de saumon fumé, de truite fumée que de savoir-faire qui peut exister. Je peux vous recommander de faire un essai, c'est de manger un saumon ou une truite qui n'est pas fumée, et puis de manger l'équivalent fumé. Ça n'est pas ce que vous avez prévu, alors. Non, mais la transformation du salage-fumage transforme le produit, hein, à tel point que les quelques différences qu'il pourrait y avoir à l'origine disparaissent véritablement, et c'est donc l'impact de la manière du savoir-faire de cette salaison fumaison qui rend le produit fini que vous allez manger, principalement. Hein, vous pouvez avoir quelques différences à la marge, mais à l'aveugle, quelquefois, c'est compliqué de reconnaître. Voilà. Et ce commentaire-là est valable entre des saumons et entre des truites. Vous avez aussi la nature de l'épaisseur de la tranche qui joue beaucoup sur la perception, sur la mâche que l'on peut avoir en bouche. Donc et là aussi, il y a la tranche, on peut faire du cœur de filet, on peut faire d'autres produits, des dés, des lardons, enfin, il y a les découpes, des carpaccio, etc. Les découpes jouent aussi beaucoup sur la perception organoleptique du produit. C'est pour ça que ce sont des produits qui sont exceptionnels à travailler d'une certaine façon, parce que la créativité sur je vous dis, les bois de fumage qui nous permettent de typer un peu les produits, sur la durée de la fumaison qui permet aussi de typer les produits, sur les découpes. Quelquefois, on y rajoute aussi des baies roses, du poivre, des choses comme ça. Et donc, ça permet d'avoir une créativité sur un produit qui est faiblement transformé, d'avoir une créativité qui peut transformer le produit.